Bonjour, je suis Mister Emma et vous regardez Archi-Urbain. J'ai le plaisir de vous convier au Sustainable Architecture Days de l'Archi-Week. Ce sont 6 visites au total de bâtiments durables. Ces visites auront lieu le 12, 13 et 14 novembre prochain. Plus d'informations sur le site de l'Archi-Week. Au programme de ces 3 journées, on va commencer par des aménagements urbains le dimanche 12 novembre avec la découverte du réaménagement du parc Pierre-Paulus ainsi que de la place Marie-Janson à côté du parvis de Saint-Gilles. Ça, c'est à 10 h du matin et à 14 h, on partira découvrir la grande halle dans le quartier Evart en compagnie de Olivier Bastin. Le lendemain, le lundi 13 novembre, nous allons changer d'échelle pour voir des habitations, une qui se trouve rue Fine à Molenbeek et l'autre qui se trouve rue Vignette. Et enfin, le 14 novembre, je vous propose d'à nouveau changer d'échelle. On va aller voir des bâtiments beaucoup plus importants. À 10 h du matin, nous irons voir le bâtiment Marnix et à 14 h, on ira voir le bâtiment iconique de l'ancien siège de la Royale Belge. Dans cette émission, je vous propose de regarder 2 reportages, l'un basé sur la maison Fine et l'autre basé sur la maison Vignette que nous avons réalisés, qui vous donneront peut-être envie de venir voir ces projets lors des Sustainable Architecture Days. We zijn momenteel in de Finstraat, nummer 40 in Sint-Jans-Molenbeek. Dat is mijn eigen woning, maar dat is een meergezinswoning, dus een voormalig depot dat we verbouwd hebben tot 3 appartementen met een gemeenschappelijke daktuin. Een gemeenschappelijke of een polyvalente ruimte op het gelijkvloers. Dit gebouw is het industrieel karakter. Het is een voormalige opslagruimte. We hebben vernomen dat er hier bier werd opgeslaan ook, en dat het gelinkt was met brouwerij Bellevue. Bijkomend ook omdat alle vloeren, dat is wel interessant om te weten, liggen in een kleine helling. Omdat er dus vroeger bier opgeslagen werd en als er lekken zouden zijn, dan werd het bier allemaal naar achter afgevoerd. Dus er is een verschil van 14 centimeter tussen vooraan en achteraan. Dus de façade zelf hebben we eigenlijk zoveel als mogelijk in zijn originele toestand behouden eigenlijk. Dus we hebben ook gewoon het metselwerk gebruikt dat er was. Openingen die aangepast werden zijn bijgemetst met bakstenen die we gerecupereerd hebben van de gevels vooraan die afgebroken werden. Dus met de familie en de schoonfamilie hebben we tijdens COVID bakstenen zitten kuisen hier. En het is daarom ook denk ik dat de aanpassingen niet zo goed zichtbaar zijn eigenlijk, omdat de bakstenen van het gebouw zelf komen. En bijkomend worden we eigenlijk het houten schrijnwerk ook zo fijn mogelijk hebben, ook in het vlak van het gebouw, om het vrij elegant te maken. Het basisidee van het ontwerp was er eigenlijk zeer snel. En daar zijn we niet meer van afgeweken eigenlijk. Dus het basisidee om in het centrum van het gebouw een patio te maken die zeer veel licht binnenbrengt op alle verdiepingen. En daardoor ook een tuin kan maken op het gelijkvloers, dat was er vrij snel. Wat dat voor ons, of voor mij zeer belangrijk was in het begin, was om eigenlijk zo weinig mogelijk toe te voegen aan het gebouw. Om echt het industriële karakter te bewaren. En dat zien we vooral eigenlijk aan de betonnen structuur. En dan ook aan de gietijzeren kolommen. Dus die wou ik echt volledig bewaren en zo weinig mogelijk extra structurele elementen toevoegen. En dan eigenlijk, omdat we echt een zeer donker gebouw hadden ook, om zoveel als mogelijk natuurlijk daglicht binnen te brengen eigenlijk. Omdat ik ervan overtuigd ben dat de kwaliteit van het wonen zeer hard beïnvloedt. En dan als laatste hadden we de bovenverdieping eigenlijk ook. En dan sowieso ook met de periode van COVID in gedachten ook. En het belang van buitenruimte hebben we ook beslist om dat volledig toegankelijk te maken voor iedereen in het gebouw. En dat zal een groen dak worden. Dus op het gelijkvloers zelf achteraan hebben we een zaal, een polyvalente ruimte eigenlijk, waarmee we effectief, of die we willen openstellen eigenlijk voor de buurt. Nu op dit moment dat zijn we nog verder aan het organiseren ook, welke activiteiten we daar kunnen organiseren. Maar
Onder andere, er zijn verschillende écoles de devoirs momenteel aanwezig in de buurt en dat zou mogelijk ook daar kunnen plaatsvinden. Bijkomend zitten we ook pal naast Jardin Urbain hier, die onder andere door La Rue wordt beheerd. Ze hebben geen binnenruimte ook. Dus we hebben met hen ook al verschillende gesprekken gehad en mogelijk zouden zij die ruimte ook kunnen gebruiken. Bijkomend, qua technieken zelf, werken we dus met een warmtepomp die gemeenschappelijk is voor iedereen, zowel voor sanitair warm water als de vloerverwarming. Die buitenunits staan op het dak ook. Op dit moment het gebouw zelf is nog niet volledig klaar, in de zin dat de tuinen zullen binnenkort aangelegd worden. En ik ben ervan overtuigd dat het gebouw mooier en boeiender zal worden. Ik denk zeker de patio zelf, als het groen begint te bloeien. We hebben hier aan de rechterkant de muur ook met de openingen. Het idee is om die volledig ook groen te laten worden, idem met de voorgevel. Dus ik ben eigenlijk zelf als bewoner en architect bijzonder in spanning om te zien hoe dat gebouw gaat evolueren eigenlijk. Ook, we hebben gemerkt, we zijn hier verhuisd in april en in de tuin hiernaast zijn er zeer veel zwaluwen, gierzwaluwen, die elk jaar komen ook. En dat is bijzonder mooi om te zien. En we hopen ook stiekem dat onze daktuin een beetje een verlengde kan worden van de tuin hiernaast. Dus daar kijken we zeer hard naar uit om te zien hoe dat kan groeien en evolueren. Dans cette seconde partie d'émission, je vous propose de nous rendre rue Vignette pour découvrir le projet réalisé par le bureau Carbone en compagnie de l'architecte Jean Garcin. Rue de la Vignette. C'est une rue où anciennement il y avait les laveuses qui séchaient les linges sur les pentes, des sortes de coteaux qui sont très bien orientés. Et puis ces coteaux ont été transformés petit à petit en vergers puis en jardins privatifs. Il y avait un terrain libre en face de chez Denis et Sandrine. Et ils voulaient construire une maison un peu plus grande que celle dans laquelle ils habitaient. Et surtout profiter de la vue. Et donc on a dû trouver une manière d'articuler la maison pour que toute la partie séjour soit liée avec le jardin, donc en contrebas de l'entrée. Une des questions qui était posée par Denis et Sandrine, c'était de à la fois créer un atelier, ils voulaient un atelier pour bricoler, plutôt en lien avec la rue, en même temps avoir ce salon plus au calme vers le jardin, et ils voulaient quand même qu'il y ait une perspective, qu'on puisse très rapidement, on rentre dans la maison et on voit le jardin et le salon depuis la rue, parce qu'ils ont l'habitude d'échanger avec les voisins. On l'a fait avec un patio en fait, ça a permis de séquencer les niveaux et séquencer aussi les espaces. Ils avaient une demande, disons, assez ouverte de construire sain, avoir un intérieur sain, un habitat sain. Nous, on avait toujours l'ambition de travailler avec des matériaux biosourcés, limiter l'impact environnemental du bâtiment. Au fur et à mesure des discussions, on est allé visiter des constructions biosourcées, donc des bâtiments qui se construisaient avec de l'isolation en paille, des enduits d'argile, des blocs de béton de chambre chaude. Et au fur et à mesure, ils se sont dit oui, ça nous intéresse, effectivement, ça nous convient. Avec le charpentier, on a fait une structure assez particulière. C'est une structure, disons, poteau-poutre en bois. Mais la particularité, c'est qu'on a construit sans bois lamellé collé, c'est que du bois massif. Le charpentier a créé une structure suffisamment épaisse pour pouvoir intégrer des ballots de paille directement dans des grands cadres. On a des enduits d'argile à l'intérieur, on les voit encore. Et à l'extérieur, en fait, pour protéger la paille, il y a un enduit d'argile, mais très rustique, qui a été mis. Ça permet de colmater et de protéger la paille. Il y avait une exigence de l'urbanisme d'avoir une continuité de briques dans la rue, parce que la plupart des maisons et des bâtiments sont construits en briques. Et on a proposé de travailler avec une brique de réemploi, mais qui joue vraiment le rôle d'un bardage assez aéré. C'est pour ça qu'il était ajouré. Ça permet à la façade d'être très fortement ventilée et en même temps protéger des intempéries, parce que la brique est relativement profonde et donc on a ce jeu d'ombre et lumière dans les salles de bain, parce qu'on a continué la brique devant les salles de bain. On est allé voir Franck, qui est un fournisseur de briques de réemploi du côté de Malines. Mais moi, je cherchais une brique assez épaisse. Et en fait, la brique de réemploi qu'on trouve partout, c'est la brique de baume qui fait 9 cm de large. Mais moi, j'avais besoin d'une brique de 11. Et il m'a dit « Ah, attends, on est en train de démolir un bâtiment. Enfin, on a une commande pour démolir un bâtiment qui est avec la brique de baume plus large. Donc, dans 2 mois, on aura des briques de baume plus larges. »
Très bien, on a attendu, ils ont démoli leur bâtiment, ils ont mis la brique en palette et ils l'ont livré. Et on a utilisé cette brique-là. Et du coup, ça permet de faire cet appareillage un peu singulier avec une brique qui est pas de très bonne qualité, parce elle a été déjà utilisée, elle n'a pas été très bien cuite, etc. Mais son épaisseur lui donne sa robustesse. Avec Denis et Sandrine, on est allé faire notre petit marché chez Rota pour acheter des carrelages, des éviers, des équipements sanitaires. Alors, c'est pas l'entièreté qui est issue de deuxième main ou de réemploi, mais quand même une partie de ces équipements. On a essayé d'éviter d'utiliser des panneaux. Des panneaux d'OSB ou des panneaux de multiplex qui sont très industrialisés, on a pas mal de colle dedans, et donc on a essayé d'éviter ces produits-là, on n'a pas pu le faire partout. Mais les planchers sont un exemple assez intéressant, on a utilisé plutôt un plancher porteur en bois massif qui est orienté en diagonale. Et cette diagonale, elle a un sens structurel en réalité. Donc on a joué entre l'esthétique et les fonctions techniques. Où est-ce qu'on voit du bois d'autre? Eh bien, la structure principale, elle est laissée apparente la plupart du temps, sauf au niveau des façades. Mais c'est une construction très très simple en fait. On a un axe porteur au niveau de la rue, un axe porteur au niveau de la façade arrière et puis un axe central. Un autre élément sont les encadrements de fenêtres. Il y a ces fameux ballots de paille qui sont enduits. Et tous les encadrements, il faut trouver une manière de faire les angles. Et donc là, on a travaillé avec de l'épicéa pour faire tous les encadrements, ce qui permet de cacher les raccords, d'étanchéité à l'air, tous les raccords techniques. En fait. Et aussi de limiter les fissures, parce que ce sont des matériaux qui ont des mouvements différentiels, et donc on a tout un travail là-dessus pour éviter la fissuration. Nous allons en rester là pour cette émission. On se retrouve très rapidement pour de nouveaux reportages d'architecture. D'ici là, je vous souhaite une très bonne journée. À bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.